voilà, je suis sur la deuxième. Je vais revenir en arrière. Voilà, c'était la première de présentation. Alors, Et voilà la deuxième. Donc, on ne la la, voit la voiture est pas. sous les tirs croisés. D'un côté, voilà, d'un côté, Attendez, il y a il y a les dos. attendez, là, pour l'instant, on ne voit pas encore votre écran. Non. Ah, Donc, attendez, alors, pardon, vous on faites va bien donner de me le dire. l'opportunité de lancer l'enregistrement que j'avais oublié Et également. maintenant? Là, c'est en cours. Voilà, là, c'est bon. Bon. Voilà, Donc, c'est bon. voilà. Donc, alors, vous n'avez pas manqué grand-chose, si j'ose dire. La première slide, c'était ça. Pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat? C'est la couverture du bouquin avec pour qui elle s'est faite cette présentation aujourd'hui. Voilà. Et la deuxième, c'est ça. La voiture est sous les tirs croisés. D'une part, des gens qui veulent pas entendre parler de changer quoi que ce soit. Il faut absolument garder la voiture à pétrole. Il y a des intérêts évidemment extrêmement importants derrière. Euh, et puis, vous avez de l'autre côté les gens qui disent, comme Charlie Hebdo, en fait, ça, c'est une ruse de l'industrie automobile pour nous vendre deux fois plus de voitures, comme si on allait changer d'un coup toutes les voitures et mettre au rebut des voitures thermiques encore en bon état de marche. Évidemment, c'est plutôt au moment du renouvellement naturel, éventuellement un petit peu accéléré des voitures thermiques, qu'il s'agit de passer à l'électrique. Voilà. Mais voilà. Et alors, ce qui est très frappant, on va le retrouver ça on retrouve ça maintenant dans les critiques qui sont faites sur le solaire, sur l'éolien, sur la voiture électrique. Il y a un échange des positions entre une fraction du mouvement écolo, souvent anticapitaliste, etc., et puis l'extrême droite et la droite extrême qui souvent enfourchent ces dadas. On a vu là, il y a 2 semaines, la dégringolade de reculade dans tous les sens sur la rénovation thermique, sur la non-artificialisation, sur bon, et vous savez qu'il y a une menace sur l'interdiction des voitures thermiques neuves en 2035. Voilà, il y a un recul, niveau réintroduction de néonicotinoïdes, etc. Et souvent, pas toujours, mais souvent, il y a un échange d'arguments entre une droite extrême et puis une fraction écolo très, très radicale, là, qu'on voit qui s'est exprimée avec Charlie Hebdo. Tout ça, c'est une arnaque. Donc, en fait, tout va bien. Bon. Et en fait, il y a beaucoup sur la toile et dans les conférences, il y a beaucoup de gens, d'orateurs qui propagent ce genre de choses. Alors, là, vous avez Arthur Keller qui vous dit il faut être plus systémique, les solutions font partie du problème, mais qui ne donne pas vraiment de solution. C'est un discours extrêmement impuissantant, je trouve. Vous avez Jean-Baptiste Fressoz, la transition énergétique est impossible, il n'y en a jamais eu, donc il n'y en aura jamais. Vous avez Philippe Biwix, les low-tech, la fin de l'abondance, on va manquer de ressources. Et dans sa bande dessinée sur les ressources, il n'y a pas un mot sur le changement climatique, c'est quand même frappant. Vous avez Célia Isoard avec son livre qui a été récompensé comme le livre écologique de l'année par la Fondation d'écologie politique. On est en train d'enfuir la crise climatique au fond des mines et finalement, ça va être pire que tout parce que tous ces métaux dont on va avoir besoin, ça va faire plus d'émissions de gaz à effet de serre que ce qu'on essaie Et puis évidemment, Jean-Marc Jancovici, qui un jour est tout à fait pro-climat et le proclame et fait des bons posts sur le climat, et le lendemain nous explique que sans pétrole, on est absolument perdu, c'est la fin du monde et rien ne saurait le remplacer. Et donc, on va à la catastrophe parce qu'on va manquer de pétrole. Donc, finalement, c'est ça ce qu'il faut choisir. Donc, on va reprendre les choses à zéro. Alors, les transports. C'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France, pas dans le monde. Dans le monde, c'est l'industrie, mais en France et dans les pays riches, c'est la première cause. Et c'est quand même essentiellement, vous voyez ici, la voiture des particuliers, plus les poids lourds, plus les utilitaires, tout ça fait 37%. Voilà. Là, on n'a que l'aérien national. Mais malgré tout, voilà, on voit qu'on est à 30% des émissions nationales. Et alors surtout, ce qui est très frappant, c'est que c'est le seul secteur dont les émissions augmentent en valeur absolue et évidemment en valeur relative aussi. Les autres secteurs ont vu des émissions diminuer
en partie par de la délocalisation de l'industrie, mais ce n'est pas aussi massif qu'on pourrait le croire. Euh, Ça a diminué aussi dans les maisons, ça a diminué, même dans l'agriculture, ça a un peu diminué, voilà. Et par contre, dans les transports, ça continue d'augmenter. Alors, on assiste aujourd'hui à un monopole radical de la voiture sur les transports de personnes. Alors, on peut le regretter, on peut faire des analyses avec André Gortz, avec Ivan Illich sur le fait que voilà, la voiture a créé son propre monopole et maintenant tout le monde en a besoin. Mais c'est une réflexion intéressante, mais qui ne nous conduit à pas grand-chose dans la mesure où on a maintenant 25 ans pour rectifier le tir et en 25 ans, on reconfigure pas complètement les villes, les emplois, toute la société. Et donc, il faut certes défendre les transports en commun, défendre les autocars, les autobus, les tramways, les ferrés. Le vélo a fait un bond formidable. D'ailleurs, entre autres, parce qu'il est électrifié, ce qui aide beaucoup à sa progression. Là, c'est pareil pour la trottinette. Les trottinettes sont électriques ou ne sont pas. Je vois personne se déplacer pour aller au bureau en trottinette qui ne serait pas électrique. Bref, la voiture fait quand même 80, plus de 80% des trajets en voyageurs kilomètres. Et on ne va pas inverser ça complètement dans les années qui viennent. En fait, d'ailleurs, si on regarde bien, les collectivités locales font déjà beaucoup d'efforts en faveur des transports en commun. Parfois, on a l'impression que on dit oui, alors la voiture électrique, c'est quand on aura fait les efforts sur les transports en commun. Mais depuis le milieu des années 70, les efforts sur les transports en commun sont massifs partout. Euh, Dans la grande agglomération parisienne, dans les grandes agglomérations de France, on a mis des tramways, on a mis des métros, on poursuit des bus. Alors, on peut faire plus, mais enfin, faut pas laisser croire qu'on ne fait rien et que voilà. C'est vrai dans les municipalités écologistes, comme dans beaucoup d'autres, on a finalement diminué la place de la voiture, augmenté celle des transports, des alternatives dont étaient prisonniers un certain nombre de gens, les immigrés, les femmes, les enfants, les vieillards. Voilà, et donc on s'est dit, ben, on ne peut pas laisser tous ces gens sur le carreau, il faut mettre le transport en commun, et puis du coup, ben, on a fait moins de place pour la voiture, mais malgré ça, c'est 80% des voyageurs kilomètres. Pour les transports de marchandises, ben, c'est à peu près pareil. C'est même 88% les poids lourds, ceux qui sont sous pavillon français ou sous pavillon étranger. Le fret ferroviaire fait 10%. Alors, on peut regretter le moment où ça faisait plus, mais c'est lié aussi au fait que les choses qu'on transporte ne sont pas les mêmes. Avant, on transportait surtout des choses lourdes, des pondéreux, comme on disait, du ciment, du minerai de fer, etc. Maintenant, on en transporte encore, mais beaucoup moins. On transporte beaucoup de colis. Alors, ça atteint c'est de la folie avec la fast fashion et tout ça. Et évidemment, il faut revenir en arrière sur certaines choses, sur la livraison forcément le lendemain, alors que ça vient du bout du monde, etc. On en est allé beaucoup trop loin. Mais le fait est que, voilà, on va peut gagner quelque part pour le ferroviaire, pour le fluvial peut-être, etc. Mais voilà, le poids lourd, c'est massif et ça restera massif, 88%. C'est pareil, on ne va pas inverser ça en l'espace d'une poignée d'années. Alors, parlons un peu des voitures, parce qu'on me dit euh, il faudrait qu'il y ait moins de voitures. Alors, je comprends ça, mais dans le monde aujourd'hui, il y a 1 milliard de voitures particulières. En France, on en a une pour 2 habitants, hein. C'est le cas dans la plupart des pays industriels. C'est un peu plus aux États-Unis, c'est un peu moins dans certains autres pays d'Europe, mais les pays comparables, c'est souvent ça, une pour deux. Donc, imaginons qu'on arrive à réduire cette proportion à une pour cinq. Hein, ça paraît un effort qui pourrait être raisonnable de faire une voiture pour 5 habitants. Le monde de 2050, il y aura 10 milliards d'habitants. Alors, une voiture pour 5, ça fait 2 milliards d'habitants. Ça fait 2 fois plus qu'aujourd'hui. Et sinon, bah, il faut dire pourquoi seuls les Européens et les Américains, les États-Unis, auraient le droit à des voitures. Et pourquoi les Africains, les Asiatiques, les Latino-Américains n'auront jamais accès à l'automobile et continueront de faire beaucoup de kilomètres à pied ou dans des transports en commun parfois très, très vétustes, très comprimés. Bon, voilà, tout ça, c'est des vraies questions. Euh, pour dire que finalement, je ne sais pas si on va aller vers 2 milliards de voitures, il y a des scénarios qui disent 1,5 milliard, ce serait mieux. Il y a des villes asiatiques qui sont tellement denses que introduire des voitures individuelles serait de la folie, etc. Mais en gros, je ne crois pas qu'on va diminuer le nombre de voitures. Et puis, si on regarde les études, les différentes études qui ont été faites, là,
la thèse d'Aurélien Bigot qui a rassemblé les études, la stratégie nationale bas carbone, les négawatts, l'ADEME, l'AIE, l'INRI, la SNCF, hein, voilà. On regarde ce qu'il faut pour aller d'aujourd'hui à la neutralité carbone. Et on voit qu'il y a plusieurs leviers. Il y a la demande de transport qui va plutôt augmenter pour beaucoup, sauf pour certains. Il y a le report modal, bon, qui peut réduire un tout petit peu. En fait, les études montrent que ça réduit pas tellement. Mais bref, il y a le taux de remplissage, c'est pareil, ça peut faire des petits pourcentages de gains. Et puis ensuite, il y a deux grands leviers. Il y a l'efficacité énergétique des voitures et l'intensité carbone de l'énergie utilisée. Et en fait, ces deux leviers vont être mobilisés tous les deux par l'électrification. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'elle permet d'arriver, pas tout de suite, mais quand même beaucoup plus rapidement à la neutralité carbone. Et c'est pareil pour les camions. Demande de transport va pas se réduire considérablement. Le report modal, bah, c'est pareil, il y en aura un peu peut-être si on y arrive. Et voilà, on va essayer d'éviter de faire voyager des camions vides au retour. Mais finalement, les deux grands leviers, ça va être l'efficacité énergétique des véhicules, l'intensité carbone de l'énergie. Et avec une électrification basée essentiellement sur la renouvelable, on va jouer sur ces deux leviers à la fois. Et on le voit ici, on va vite comprendre pourquoi. Quand on se transporte avec un véhicule à essence ou à diesel, on a une très grosse perte parce que c'est Carnot qui veut ça, c'est la physique. On fait d'abord de la chaleur en brûlant le combustible et ensuite cette chaleur, on la transforme en force mécanique et ça se fait avec environ 25 à 40% d'efficacité. Dans les bouchons, ça peut baisser encore. Si on est sur un très très gros porte-container, on peut monter jusqu'à près de 50% d'efficacité. Mais voilà, en gros, sur les moteurs thermiques des voitures, euh, bon, on peut être frôlé 40% quand on est à vitesse stabilisée sur autoroute, mais dès qu'on est à moins vite, qu'on accélère, qu'on freine, etc. Bon, en revanche, avec l'électrique, ben, on a des petites pertes de transport. Depuis la fabrication de cette électricité renouvelable, on a des petites pertes dans le trajet, on a des petites pertes de charge, on a des petites pertes dans la batterie, on a des petites pertes dans le moteur, des petites pertes mécaniques. Mais toutes ces pertes cumulées font 20%, 25% maximum. Et donc, on a une efficacité à la fin qui est trois à quatre fois, parce que là, j'ai pas compté le raffinage et tout ce qui est fait en amont pour avoir du pétrole, de l'essence ou du gazole. Et donc, in fine, j'ai une efficacité 3 à 4 fois meilleure avec la voiture électrique qu'avec une voiture à essence de pétrole. Alors, évidemment, les gens qui ne croient pas à la voiture électrique vous disent, oui, mais pour la fabriquer, il faut des métaux, des batteries, et ça fait plus d'émissions. Alors c'est vrai, ça fait plus d'émissions. Ça fait en gros le double d'émissions au départ. On le voit ici. Il y a la batterie, ça fait à peu près la même chose que la production de l'ensemble de la caisse du véhicule. Et puis ensuite, évidemment, l'électricité n'est pas toujours bas carbone. Donc ça va dépendre de là où on se trouve et de là où on s'alimente en électricité. Dans le pire des cas, néanmoins, on a une réduction d'un bon tiers alors sur l'ensemble du cycle de vie, hein, sur 220 000 km pour une voiture particulière, eh bien, on a une baisse des émissions de l'ordre de 35 à 40%. Si on est dans le plus mauvais pays de l'Union européenne, qui je crois est la Pologne, mais encore ça change rapidement, on va y revenir, on a une baisse de 40%. Si on est en Allemagne, qui a déjà pas mal changé, contrairement à ce qu'on répète partout dans les médias, ben, on a une baisse de 60%. Si on va en Espagne, qui a déjà beaucoup de renouvelables, 75%, en France, on est à 80%, en Suède, en Norvège, on est à 80%. C'est-à-dire qu'on a 5 fois moins d'émissions. Voilà. Et la moyenne en Europe, c'est 3 fois moins d'émissions globalement. Euh, voilà, 5 fois moins en France. Et en plus, cette étude, là, c'est une slide que je vous ai montrée, qui est de Transport et Environnement, qui est une ONG au niveau européen. Cette étude sous-estime, de mon point de vue, doublement le climatique. Pourquoi? Parce que le bouquet électrique se décarbone dans le monde entier. Très vite. Ça va très vite, on va le voir. Et donc, ça joue pas sur la fabrication de la voiture à l'instant T, mais ça jouera pour les voitures qu'on fabriquera dans les années qui viennent, mais ça joue pas pour la voiture maintenant. Mais par contre, la voiture qu'on fabrique maintenant, elle va s'alimenter en électricité pendant 20 ans, en gros. Et pendant 20 ans, elle va avoir une électricité de plus en plus décarbonée. Et donc, prendre la moyenne
le contenu carbone moyen du kilowattheure du pays où on se trouve, c'est faux de ce point de vue-là parce que, en fait, il faudrait regarder ce que ça va devenir d'ici 20 ans et prendre la moyenne sur 20 ans. Et deuxièmement, euh, on voit ici l'intensité qui baisse dans le monde entier, qui baisse assez fortement en Europe, qui baisse dans le monde, qui baisse aux États-Unis, qui baisse en Chine, etc. Euh, et puis dans les différents pays d'Europe, alors évidemment en France c'est très très bas, comme chacun sait, mais en Allemagne ça a beaucoup baissé. Et maintenant j'ai mis la Pologne ici pour vous montrer que la Pologne, depuis une poignée d'années, ben, ça baisse assez vite parce qu'ils se sont mis à développer le solaire et l'éolien fortement. Alors, tiens, j'ai une deuxième raison qui a disparu. Je ne sais pas pourquoi, c'est un petit défaut technique. La deuxième raison, c'est que, ah ben non, ça va venir après. Ça va venir après. Bon, alors on parle de la décarbonation. Et c'est intéressant de regarder le développement des renouvelables dans le monde quand même. Vous l'avez ici en vert, c'est la part des renouvelables dans le bouquet électrique. Et vous voyez que entre 2000 et 2012, on est toujours resté en dessous de 20%. Et c'était principalement de l'hydroélectricité. Et l'hydroélectricité, bah, elle gagne pas forcément aussi vite que la consommation. Euh, Par contre, sont apparus d'abord l'éolien ici, et puis plus récemment le solaire qui grimpe très vite. Le résultat, c'est que ce qu'on appelle les renouvelables variables, ça grimpe vite, ça a maintenant dépassé, c'est en train de dépasser l'hydroélectricité, ça va continuer à grimper rapidement. Et du coup, les renouvelables, qui étaient restés en dessous de 20%, bah, elles sont maintenant, on est ici à 30%, mais elles seront à 40% d'ici en 2028. C'est quand même dans 3 ans. Donc ça monte très vite et ça va continuer à monter très vite. La croissance du solaire est particulièrement spectaculaire. Ici, on a mis les capacités photovoltaïques installées tous les ans dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est que bah, en 2005 ou 2006, on mettait un an pour installer 1000 mégawatts dans le monde, 1 gigawatt. Et puis, quelques années après, en 2011, 2012, on a fait ça tous les mois, 1 gigawatt tous les mois. Et puis, 2019, on a mis 1 gigawatt toutes les semaines. Et puis maintenant, eh ben, on met 1 gigawatt tous les jours. Donc, je ne sais pas si vous réalisez en presque 20 ans, hein, mais l'incroyable multiplication, c'est vraiment phénoménal. C'est totalement, on est dans la partie complètement exponentielle de la courbe de déploiement. On est passé voilà, on a multiplié par 440 en réalité, plus que 365, mais 440, probablement cette année, on va mettre 600, plus de 600 gigawatts dans le monde, et d'ici 2, 3 ans, on va arriver à 1 terawatt par an, 1000 gigawatts par an, 1 million de mégawatts. Donc ça va très fort. Et on peut prévoir que d'ici 2035, ça c'est une prévision de l'AIE qui est basée sur le scénario des politiques mises en place. Alors je sais bien que maintenant elles vont peut-être être démolies aux États-Unis dans les 3, 4 ans qui viennent. Mais malgré ça, il y a une certaine résilience parce que l'économie a ses lois. Et bon, voilà, donc c'était pas des politiques. Non, en plus, ça a accéléré dans plusieurs pays depuis que ce graphe est fait. Mais bon, prenons-le pour ce qu'il est. Ce n'est qu'une projection, ça peut être plus haut ou moins haut. Et regardons ce que ça donne. Bah, le nucléaire est censé augmenter un peu. Là, on est en valeur absolue, hein, on est en milliers de térawattheures. L'hydraulique continue à monter lentement grâce aux grands barrages dans les pays en développement. Le gaz naturel devrait plafonner et puis commencer à se réduire tout doucement. Et le charbon devrait commencer à s'effondrer. D'ailleurs, il semble, en début 2025, qu'il commence à s'effondrer en Chine, bien qu'ils construisent encore des centrales. La consommation de charbon a vraiment l'air d'avoir atteint son plafond l'an dernier, mais ça restera évidemment à vérifier. Et puis, par contre, voilà, bah, l'éolien grimpe fort. Là, le solaire vient de dépasser l'éolien, et le solaire grimpe encore plus fort, encore plus vite que l'éolien. Il devrait devenir Bon, les deux devraient être les premières sources d'électricité dans le monde en 2035. Et le solaire, ça va arriver déjà avant. Alors maintenant, je vais donner la parole à EDF parce que quelquefois on me dit oui, enfin ça c'est des visions de l'AIE, est-ce que c'est bien sérieux? Donc regardons ce que nous dit EDF, EDF qui est quand même un des plus gros producteurs d'énergie nucléaire dans le monde.
et certainement le plus gros producteur d'énergie nucléaire en Europe. Elle a fait une proposition pour, c'est pas exactement l'Europe des 27, hein, c'est plutôt une Europe des 15 ou 16. Il y a le Royaume-Uni, il y a la Suisse, et puis il n'y a pas les pays nordiques, il n'y a pas toute l'Europe, mais ça va quand même, ça prend l'Allemagne, ça prend la Pologne, ça prend la Tchéquie, etc. Ça prend la Hongrie. Donc regardons sa proposition. C'est une proposition qui a été publiée en mars 2024 et qui nous dit, voilà comment on pense qu'on peut aller vers le net zéro en 2050. Et en gros, c'est très semblable à ce qu'on a en France avec la stratégie nationale bas carbone des études de RTE. C'est l'énergie finale, on pense pouvoir la réduire de 40%. Alors pourquoi? Bah, par des économies d'énergie et puis grâce à l'électrification. Et en même temps, l'électricité, qui fait 21% de l'énergie finale, devrait grimper jusqu'à 57% de l'énergie finale en Europe. Donc c'est une forte augmentation de l'électrification. Les fossiles devraient quasiment disparaître. Il en resterait 4% de thermique éventuellement décarboné, ça on verra. Et puis il y a un peu de biogaz, un peu de biomasse solide, un peu euh, des réseaux de chaleur. Voilà essentiellement ce qu'on a. Et des e-fuels, bon, ça je suis un peu sceptique. Mais voilà, ce qu'il faut retenir pour moi, c'est le passage de 20 à presque 60% de l'électricité dans l'énergie finale, qui elle-même baisse de 40%. Et ce qui est intéressant, c'est ensuite de voir comment EDF pense pouvoir faire ce mix. Alors, dans les pays concernés, là, le mix, c'est 60% d'énergie décarbonée et 40% encore de combustibles fossiles pour faire l'électricité. Sans parler évidemment de tous les combustibles fossiles dans dans les secteurs de consommation finale, qui font que finalement les fossiles font largement 70% de notre consommation d'énergie. Donc là, ce qui est décarboné, c'est 25% du nucléaire, c'est 11% de l'hydroélectricité, c'est 15% de l'éolien, 13% de terrestre et 2% de maritime, c'est 7% de solaire et puis 2% de bio et autres renouvelables. Bon. Ça, il faut l'augmenter considérablement. Euh, il faut monter faut presque doubler cette production pour couvrir la croissance de la demande et chasser les combustibles fossiles des secteurs d'utilisation finale. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, on va augmenter le nucléaire en valeur absolue, mais en valeur relative, il va baisser. Il va passer à 16%. L'hydraulique, on va pas pouvoir l'augmenter beaucoup. Il va baisser en valeur absolue, il va baisser à 6%. La bio va augmenter un peu, mais enfin, ça va rester modeste, 3%. Et ce qui va monter, c'est le solaire, 24%, et l'éolien, 44%, 22% de maritime, 22% de terrestre. Et puis 7% de thermique décarboné, peut-être de l'hydrogène dans des centrales électriques. Mais avant qu'on arrive à ça, on aura du gaz naturel dans des centrales électriques qui va se réduire. C'est des centrales qui existent déjà, sauf peut-être en France. Mais ailleurs, on n'a pas besoin de les construire. Il suffit de diminuer leurs heures de fonctionnement pour aller vers une électricité bien plus décarbonée qui va remplacer les combustibles fossiles aussi dans les secteurs d'utilisation finale. Maintenant, regardons ce que nous propose l'AIE pour cette même époque. C'est une disparition quasi totale des fossiles en 2040, un tout petit peu qui subsiste avec capture et stockage, si on y croit. Le nucléaire augmente en valeur absolue. Vous allez voir qu'en pourcentage, il va rester ce qu'il est aujourd'hui, un peu moins de 10%. Vous avez l'hydraulique qui va baisser en valeur relative, mais qui augmente doucement en valeur absolue. Et puis, vous avez les autres renouvelables, le bioénergie, les déchets, tout ça, c'est un petit 5%. Et puis, vous avez l'éolien et le solaire. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est une croissance très forte. Donc là, on retrouve un peu la même idée. Croissance de la consommation d'électricité qui passe alors aujourd'hui, on est plutôt à 30 000 TWh par an. On passerait à presque 80 000 en 2050, mais c'est essentiellement fourni par l'éolien et le solaire. Et ça s'explique parce que la demande d'électricité dans l'énergie finale bondit de 20% à 55%. Donc elle permet de chasser les combustibles fossiles des bâtiments, de l'industrie, des transports. Alors Euh, j'en viens au oui. transport.
au Excusez-moi, transport. Pardon? excusez-moi, Monsieur Philibert, je me permets de vous interrompre. Sur la slide d'avant, on a une question. Est-ce que ce tableau existe aussi dans votre présentation ou ailleurs pour la France? Ou est-ce que ce sont des données qu'on a plutôt de manière mondiale? La proposition de l'AIE, elle existe pour la France, elle existe pour l'Europe et elle est très proche de ce qu'a mis EDF, si je prends les chiffres. L'AIE ne détaille pas pour la France, mais la RTE l'a détaillé pour la France, oui. Euh, Tout à fait. L'AIE, le RTE l'a détaillé pour la France. Alors, vous savez, pour la France, c'est un peu pareil. On passe de 27% d'électricité à 55% en 2050. On réduit la consommation d'énergie finale totale de 40%. Et alors selon les scénarios, hein, vous savez qu'on a 6 scénarios. Je ne sais pas si je les ai dans cette présentation, je ne crois pas. Vous savez qu'on a 6 scénarios. Il y en a trois sans nucléaire neuf. Donc il y en a trois où il y a de moins en moins de nucléaire existant. En 2050, il en reste un petit peu. Et puis en 2060, il n'y a plus que l'EPR de Flamanville qu'ils ont réussi à mettre en route d'ici là. Et puis, vous avez trois scénarios avec du nucléaire neuf. Donc, vous avez un scénario avec 8 EPR2, vous avez un scénario avec 14 EPR2, et vous avez un scénario avec 14 EPR2, plus des prolongations de l'existant au-delà de 60 ans d'âge pour les centrales, plus des petits réacteurs modulaires, etc. Et tout ça nous fait 50% de nucléaire et 50% de renouvelables. Euh, je pourrais vous retrouver ça tout à l'heure si vous voulez. Je propose de continuer sur la voiture et puis on reviendra sur cette question si vous voulez. Euh, bon, la voiture électrique, c'est quand même d'abord aujourd'hui le résultat de cette révolution technologique qui a été la batterie lithium-ion, hein. C'est elle qui permet nos téléphones portables, nos ordinateurs portables. Avant, on avait du nickel, du plomb acide pour les voitures. C'était pas du tout pareil. C'était beaucoup plus lourd et beaucoup plus volumineux. Là, on gagne quand on va par là. On est plus léger et plus petit. Et donc, le lithium-ion a permis de gagner beaucoup sur ces deux tableaux. Donc, on a des batteries bien plus efficaces, plus légères et moins volumineuses. Donc, on peut avoir des voitures qui ont des autonomies 200, 300, 400, 500, 600 km. Et puis, on a une baisse des coûts absolument phénoménale. Il n'y a que dans le photovoltaïque qu'on a vu une baisse des coûts, pareil. En l'espace d'une quinzaine d'années, on a atteint des niveaux extrêmement satisfaisants malgré tout, et ça continue à baisser. On a des nouvelles chimies sans arrêt, j'y reviendrai. Alors, évidemment, il va falloir faire de la recharge intelligente. On voit l'exemple avec la R5 électrique qui peut faire aussi de la recharge bidirectionnelle. Donc, la recharge intelligente, hein, c'est quoi l'idée? C'est les voitures des particuliers sont immobiles 23 heures sur 24. Donc, il faut les recharger au meilleur moment. Quand on est sur la route, on peut pas forcément éviter à des recharges rapides sur autoroute. Mais quand on peut recharger chez soi ou au travail, etc., ben on peut laisser sa voiture branchée et puis je vois qu'il y a quelqu'un qui demande l'entrée. On peut se recharger au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où il y a du soleil, au moment où il y a du vent. Vous savez que les heures creuses en France, pour l'instant, c'est presque, pour presque la plupart, vraiment presque tout le monde, que des heures creuses de nuit. D'ici 2 ans, il y a plusieurs millions de Français qui vont passer à des heures creuses avec une part de jour pour bénéficier du photovoltaïque. Et donc, faudra évidemment se recharger aux heures où l'électricité est la moins chère, et c'est quand il y aura beaucoup de renouvelables sur le réseau. Donc, on aura une électricité à la fois moins chère et moins carbonée. Et puis, bidirectionnel, ça veut dire que en cas de besoin, on pourra faire de l'arbitrage avec sa batterie, on pourra éventuellement retourner l'électricité soit vers sa maison, soit vers le réseau, aux heures de pointe, aux heures où, faute de soleil et faute de vent, eh bien, on est un peu obligé de faire marcher les centrales thermiques. Et donc là, on va pouvoir utiliser les batteries. Il y aura des batteries stationnaires, mais il y aura aussi euh, l'énorme batterie distribuée que représente le parc automobile français qui permettra d'aider à résoudre cette question. Ça ne résoudra pas toutes les questions de la variabilité, mais ça aidera puissamment à régler cette question. Bon, en même temps, on va réduire le bruit et la pollution de l'air de façon tout à fait remarquable, hein. Vous savez que
Il y a 40 000 morts par an, décès prématurés liés à la pollution de l'air, qui n'est pas due qu'à la voiture, mais qui est aussi due à la voiture. C'est la voiture et les chauffages principalement. Bon, on va réduire ça quand même considérablement, les particules, les NOx, les SOx, les composés organiques volatiles. Alors, on nous dit il y a des alternatives. Alors, ça aussi, c'est un serpent de mer qu'on voit régulièrement sur le net. Oui, mais on ferait mieux de passer à l'hydrogène. D'ailleurs, les Chinois sont en train d'aller à fond sur l'hydrogène, etc. Non, non. Il y a 70 000 voitures à hydrogène dans le monde pour des millions de voitures électriques. Et Toyota vous supplie d'acheter ces voitures à hydrogène. Ils les bradent parce que personne n'en veut. Et puis les stations ferment. Donc voilà, ça se développe pas du tout en réalité. Et pour des très bonnes raisons. Parce que quand j'ai un kilowattheure d'électricité, je finis avec trois quarts de kilowattheure de propulsion quand je passe directement par le réseau électrique et la batterie. Si je passe par l'électrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène, et ensuite il faut que je transporte cet hydrogène, que je le mette dans des stations qui n'existent pas, et que j'alimente une pile à combustible qui a une efficacité de 50%, ou un moteur thermique qui a une efficacité inférieure encore, je me retrouve avec 0,2, 0,3 kWh de propulsion pour 1 kWh d'électricité renouvelable, donc une efficacité bien moindre. Et puis si je veux faire vous savez que les Allemands ont obtenu une petite entaille dans l'interdiction des voitures thermiques en 2035, qui est la permission d'utiliser des Maserati avec des e-fuels. Je veux bien, mais ça va leur coûter cher, tant mieux. Ça va leur coûter 10 fois plus cher déjà en électricité, parce qu'en gros, avec un kilowattheure d'électricité, si on fait de l'hydrogène, puis du méthane ou un autre carburant, un e-fuel, un Fischer-Tropsch, etc. C'est compliqué, c'est coûteux ça va faire une grosse perte énergétique. Donc c'est quand même du gaspillage de l'électricité renouvelable. Alors, je sais bien qu'à terme, enfin je sais bien, je pense qu'à terme on en aura beaucoup, mais aujourd'hui on en a besoin pour décarboner et on a encore beaucoup à décarboner avant de pouvoir gaspiller cette énergie comme ça. Alors, la voiture électrique me permet aussi de faire un point intéressant sur le solaire, parce que on a l'expérience, on peut comparer le photovoltaïque et les biocarburants. Et regardez, avec si on a 1 hectare, qu'est-ce que ça donne si on a une voiture thermique et puis des biocarburants ou si on a une voiture électrique. Avec 1 hectare, on produit environ 3500 litres par an de bioéthanol, ou alors en photovoltaïque et même en agrivoltaïque, comme on voit ici avec des moutons, eh bien on a 1200 mégawattheures par an. Euh, on met ça dans deux voitures de types différents et on regarde la distance qu'on peut parcourir, symbolisée par cette petite flèche. C'est 42 600 kilomètres pour une voiture thermique. Et puis, c'est 7 millions de kilomètres pour une voiture électrique. Et je pense que ça dit beaucoup de choses sur la place que ça occupe de faire des biocarburants. Vous savez que ça prend 1 million d'hectares chez nous et en plus, on a des intrants qui prennent un demi-million d'hectares ailleurs en Europe et dans le monde. Euh, pour le photovoltaïque, si on mettait tout au sol, on aurait besoin de 200 000 hectares peut-être, et on ne va pas tout mettre au sol. Donc on a besoin de 75 à 100 000 hectares. C'est quand même pas grand-chose par rapport aux millions d'hectares des biocarburants, et ça donne beaucoup plus d'énergie. Voilà, alors ensuite vient la question des minéraux, parce qu'on nous dit, oui, mais ces minéraux qu'il faut mettre dans les batteries, c'est c'est tout à fait vrai. Une voiture électrique a besoin de nettement plus de minéraux qu'une voiture conventionnelle. On voit ici, il faut du cuivre dans tous les cas, il faut du manganèse, mais il faut aussi du lithium, évidemment, du nickel, du cobalt, du manganèse et puis du graphite. Ok, très bien. C'est pareil d'ailleurs pour la génération avec de l'éolien ou du solaire. Si je fais abstraction du charbon et du gaz ou du pétrole, bah oui, il faut plus de minéraux au départ, de minéraux métalliques. Il faut plus de cuivre notamment, etc., un peu de terre rare, etc. Bon, très bien. Est-ce que c'est un immense problème? D'abord, ça se réduit sans arrêt, hein, parce que la densité des batteries augmente, le diamètre des rotors éoliens augmente, l'efficacité des cellules PV augmente. Donc, on voit souvent des calculs dans les médias on voit souvent des études qui citent des résultats qui sont obtenus il y a 10 ans. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on savait faire il y a 10 ans.
Euh, Quand on rencontre un problème, Cobalt a mauvaise réputation, il coûte assez cher. Bon ben, la prévision de demande pour le cobalt en 2030 a été divisée de moitié en 4 ans, simplement parce qu'on s'est mis à dire on va faire des autres chimies, des chimies NMC, mais différentes, avec une numérotation différente. On va mettre moins de cobalt, un peu plus de nickel, et on va régler le problème. Et puis maintenant, on a les batteries lithium fer phosphate qui ne prennent pas de nickel, qui ne prennent pas de cobalt. C'est 40% du marché, c'est 70% du marché en Chine. Ça répond pas à tous les besoins aujourd'hui, mais quand même de plus en plus. Et puis évidemment, quand on regarde cette histoire de mine, il faut jamais oublier le charbon. Parce que quand même, le charbon, c'est 8 à 9 milliards de tonnes par an. Et quand on regarde les tonnages de roches extraites ou déplacées, on est à plus de 40 milliards. Alors, on va faire pareil pour les métaux. C'est vrai que les métaux, pour la production d'électricité, ben, ça augmente les tonnages de roches déplacées. Et puis les métaux, pour les voitures électriques, surtout, ça augmente le tonnage de roches déplacées. Mais tout ça est plus que compensé par la baisse qu'on va avoir du charbon grâce aux renouvelables. Donc, on a une perte sur les transports, mais on a un gain considérable sur la production d'électricité. Et au final, l'extraction minière va diminuer dans la transition énergétique. Et pour mieux le comprendre, on peut regarder l'extraction mondiale de ressources. Euh, En réalité, dans ce qu'on extrait au total, vous savez qu'on extrait 100 milliards de tonnes de ressources. La moitié, ce sont les minéraux non métalliques, c'est le caillou, le sable, les roches dont on fait du ciment, etc. Ensuite, il y a un quart, c'est la biomasse, les produits de la biomasse, papier, bois, etc. Ensuite, il y a les combustibles fossiles, 15%. Et à la fin, il y a les métaux, 10%. Et ça, c'est l'extraction totale de ressources sous forme de concentré. Donc, c'est quand même assez intéressant. Si en plus on regarde le détail des concentrés, les, les, les 10 milliards de tonnes, ben on s'aperçoit qu'il y a trois métaux, ça fait plus de 80% des tonnages. Ces trois métaux, c'est le fer, le cuivre et l'or. Alors, le fer est très marginalement atteint parce qu'on a besoin d'acier pour les éoliennes, par exemple. Mais dans la transition, il n'est pas beaucoup modifié. L'or, très très peu, parce que l'or, 90% de l'or, c'est de la bijouterie ou de la monnaie de réserve. Il y a moins de 8% d'usage industriel tout compris. Alors, il y a un peu d'or dans les contacts des panneaux photovoltaïques, mais c'est encore peanuts. Au fond, le cuivre, euh, qui est un des trois métaux importants, le cuivre, oui, il est touché par la transition énergétique et numérique, parce qu'il est partout dans la transition. Il est dans les C'est un bon conducteur électrique, c'est un bon conducteur thermique, donc il est dans les réseaux, il est dans les moteurs électriques, il est dans les batteries, il est dans les éoliennes, il est dans les panneaux solaires, il est dans les pompes à chaleur. Enfin voilà, il est partout. On a clairement besoin de métaux, de cuivre. Alors ils ont dit, oui, mais alors la teneur diminue et on va manquer de cuivre. En fait, quand on regarde ce qui se passe depuis 30 ans, 40 ans, bah, on s'aperçoit que plus on extrait du cuivre, et ça monte doucement, enfin ça monte presque de 3% par an, on le voit ici en bas, euh, et ben les réserves augmentent. Et les réserves augmentent, non pas malgré la baisse des teneurs, mais à cause de la baisse des teneurs. Alors, il faut expliquer ça. Quand on dit baisse des teneurs, on se dit, ouais, on arrive au bout, bientôt il n'y aura plus rien, voilà, il faudra une énergie folle pour y arriver. C'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on a une tonne de cuivre aujourd'hui avec la même énergie qu'il y a 60 ans, parce qu'on a fait des progrès techniques. Et la réalité, c'est que comme on peut maintenant exploiter des minerais moins riches, en moyenne on est à 0,6%, il y a 60 ans on était à 1,7%, et bien en fait les dépôts pas très riches sont beaucoup plus grands et beaucoup plus nombreux que les dépôts très riches, qui sont par ailleurs épuisés. Mais tous ces nouveaux dépôts auxquels on a accès, bah, ça fait que les réserves augmentent. On était ici à 360 millions de tonnes. Depuis, on a extrait 650 millions de tonnes et maintenant, on a des réserves de 1 milliard de tonnes. Ça, c'est les réserves, c'est ce qui est vraiment dans les papiers des compagnies minières, ce qu'ils peuvent prouver. Et puis au-delà, il y a les ressources. Alors les ressources, il y a une estimation du service géologique des États-Unis qui est à 5 milliards, mais il y a des géologues qui disent si on creuse un peu plus profond, si on va jusqu'à 3 ou 4 kilomètres, ce qu'on sait faire
dans les mines d'or ou de diamants, on passe à des dizaines de milliards de tonnes. Donc, voilà, on a largement le cuivre qu'il faut pour la transition, si on arrive à le sortir à temps. Et c'est pareil pour les autres métaux qui sont en fait des quantités epsilonesques, mais on a des problèmes de raffinage qui est extrêmement concentré en Chine. Ça, c'est un autre problème. Alors, petite explication donc de ce que je viens de dire. Euh, Évidemment, quand la teneur devient très faible, la demande d'énergie, elle augmente, et elle augmente à l'infini, à la limite, quand la teneur tombe à zéro, hein. Donc on a une courbe comme ça, et puis au fil du temps, les dépôts riches s'épuisent. Mais en même temps, il y a des économies d'échelle et des progrès techniques qui baissent la courbe et qui font que, en réalité, bah, aujourd'hui, on peut se retrouver avec une énergie cumulée moins grande qu'il y a 60 ans, ou pas plus grande en tout cas. Alors, donc j'ai un argument qui a sauté, je ne sais pas pourquoi. C'était l'argument sur pourquoi les études sous-estiment le progrès climatique qu'apporte la voiture électrique. Et ce troisième argument, il est quand même lié aux batteries, hein. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure en disant quand vous avez les batteries, vous allez choisir les moments de recharge où il y a beaucoup de renouvelables dans le mix. Ça veut dire que vous allez éviter les moments où il y a encore des fossiles. Et donc, vous allez en fait faire beaucoup mieux que ce qu'on a avec un contenu moyen du kilowattheure dans un pays donné. Parce qu'on va prendre de façon sélective l'énergie quand elle est pas chère et décarbonée. Et donc, on va faire beaucoup mieux que ce qui est annoncé. Voilà, le recyclage. Le problème du recyclage n'est pas le manque d'usines de recyclage, c'est le manque de choses à recycler. Et d'ailleurs, dans le recyclage, pour l'instant, on met plutôt les, les, les sous-produits de la production, les défauts de production, parce que les nouvelles usines, bah, on voit ça avec ACC dans le Nord, c'est difficile au début, et on a beaucoup de défauts de production au début, et ça, on les recycle, heureusement. Voilà. Et puis, petit à petit, bah, il y a quand même des voitures qui finiront par avoir 15 ans, 20 ans, mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. On a les Tesla de 2012, les Zoé de 2012, elles n'ont même pas encore 20 ans, donc il n'y en a pas beaucoup à recycler. Bon, peut-être celle de Bolloré, mais voilà. Le problème qu'on a plutôt avec la mine, en fait, c'est la question géographique des métaux et surtout du raffinage, hein. Ici, on voit les origines des métaux raffinés et on voit que le problème, il est en rouge, ça s'appelle la Chine. Et parce qu'on lui a abandonné non seulement les terres rares, qu'elle est aussi pas le plus grand dépôt, mais le plus grand exploit de loin. Mais aussi, c'est pareil pour le graphite, c'est pareil. C'est elle qui exploite le cobalt de la RDC, c'est souvent elle qui exploite ou transforme le nickel, y compris celui de l'Indonésie. C'est souvent elle qui transforme le lithium australien ou chilien, etc. Et c'est souvent elle qui transforme les cuivres chiliens, par exemple. Il y a chaque année quelques millions de tonnes de concentré de cuivre qui partent du Chili pour aller au raffinage en Chine. Donc là, on a un vrai problème qui est que bah, tant qu'on s'entend avec la Chine et que alors la Chine a intérêt évidemment à vendre, mais elle a encore plus intérêt à vendre des batteries ou des voitures qu'à vendre des métaux. Et donc, elle peut être constamment tentée de dire, écoutez, moi, j'exporte plus mon métal brut, je veux bien vous vendre des voitures toutes faites. Et là, on est un peu squeezé si on ne fait pas, si on n'a pas des moyens de pression, si on n'a pas des chimies alternatives, si on n'a pas des mines chez nous, si on n'a pas du raffinage chez nous, on risque de se retrouver dans une situation quand même délicate. Voilà. Donc, il est temps de fabriquer ici des voitures pas chères, parce que pour l'instant, on a surtout fabriqué des voitures de luxe, des SUV gros et puissants et coûteux. Si on regarde les modèles à moins de 30 000 dollars, vous voyez qu'il y a 122 modèles en Chine, il y en a 7 en Europe, il y en a 6 en Amérique du Nord. Dans la série entre 30 et 50 000, il y en a, bon, il y en a un peu plus, mais enfin, ça arrive maintenant. Mais il est plus que temps de cesser de se spécialiser sur les voitures chères. Alors, ça a permis d'accord, ça a financé la recherche, on connaît le discours des fabricants automobiles, mais ça va bien 5 minutes. Là, maintenant qu'il est temps de monter vraiment. Voilà. Après,
la Chine, il faut bien dire, elle exporte des voitures, non seulement des voitures électriques, mais aussi des voitures thermiques, hein. Pas chez nous, mais ailleurs dans le monde, c'est aussi un grand exportateur de voitures thermiques maintenant, et c'est pas seulement ce qu'on croit. Voilà, alors tous les ans, on nous annonce la mort de la voiture électrique, en début d'année notamment, parce que tous les ans, en début d'année, bah, le premier trimestre, c'est moins que le dernier trimestre de l'année d'avant. Donc on dit, ah, ça a baissé. Voilà, ça a baissé, ça a baissé. C'est pareil chaque année. En fait, si on regarde la tendance à long terme, ça reste une croissance de 20% par an pour l'instant. Donc, bah, c'est pas toutes les technologies qui ont une croissance pareille. La voiture électrique se porte assez bien, en fait. Alors, c'est un peu moins vrai cette année en France. Il y a des années, c'était l'an dernier, pareil en Allemagne. Quand on a des choses trop brutales sur les dispositifs d'aide, on peut avoir une année stagnante. Mais voilà, la croissance d'ensemble est plutôt bonne. Évidemment, elle est d'abord très bonne en Chine, puis en Europe. Les États-Unis sont quand même un peu à la ramasse et le reste du monde suivra évidemment. Voilà, 10 ans de vente, ça ne va pas si mal. Je pense que on va être cette année à 20 millions de véhicules. Bon, ça grimpe assez vite et c'est tout à fait nécessaire, évidemment. Euh, pour finir, en fait, contrairement à ce qu'on nous dit, la transition énergétique a commencé. Elle est en fait assez rapide. Ce qu'il y a, c'est qu'au début, évidemment, les renouvelables partent de zéro. Donc au début, ça se voit pas dans les fossiles, dans les incombants. Voilà. Après, il y a un moment où ça devient vraiment exponentiel et on est là, et puis voilà, ça va devenir linéaire, mais ça va continuer à monter très vite. Et là, ça va quand même toucher le gaz et le charbon dans la production d'électricité. Donc, on va voir aussi, grâce à l'électrification des transports, mais on pourrait parler aussi des bâtiments avec les pompes à chaleur de l'industrie, bah, les électrons qui vont remplacer les molécules dans beaucoup d'endroits, et puis les pertes qui vont diminuer. Donc, on va avoir une énergie utile qui va grimper et les pertes qui vont diminuer. Et c'est parce que, en fait, c'est la dynamique technique. On a vu la même chose avec le passage de la. Ça, c'est au Royaume-Uni, sauf ça, c'est aux États-Unis. Le passage de la fonte à l'acier, le passage de la voile à vapeur, de la vapeur à l'électricité dans les usines, du gaz à l'électricité pour l'éclairage, du charbon au gaz pour la chaleur, et puis des transports, des chevaux aux voitures pour les transports. Et je vais encore vous le montrer ici. Regardez la route, la rue de la 5e avenue de New York en 1900. Il n'y a que des voitures à cheval. Et puis il y a une voiture thermique, là, une précurseur. Puis on revient dans la même rue 13 ans après, et on n'a que des voitures à essence, que des Ford T et autres. Et on a une voiture à cheval encore qui subsiste. Voilà. Donc des changements rapides sont possibles. Et heureusement, c'est ça qu'on va avoir vraisemblablement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis là pour répondre à vos questions, ou du moins essayer. Merci, merci beaucoup, Cédric. Alors, je vais faire plusieurs choses. Tac, d'abord, permettre aux participants de réactiver leur micro. Voilà, donc vous pouvez désormais réactiver vous-même vos micros. Évidemment, nous n'allons pas tous parler en même temps, hein. Nous allons soit lever la main ou bien écrire dans le chat pour soit poser nos questions directement dans le chat ou les poser à l'oral. On avait une première question de la part d'André, mais je vois que tu lèves déjà la main, André, donc je vais te laisser la poser directement à l'oral. Monsieur, merci beaucoup de votre exposé très clair, notamment tous les courbes et les graphiques qui permettent de mieux comprendre. Moi, j'avais deux questions à vous poser. La première, c'est que j'ai lu quelque part, je ne me souviens plus qui l'a écrit, que la construction d'un gros SUV électrique consommait ou émettait autant de CO2 qu'une petite voiture, genre 4L ou encore plus petite, thermique, ce qui aurait fait 100 000 kilomètres. Donc, est-ce que cette information est confirmée, pardon? Et puis, j'ai une seconde question, qui c'était sur l'hydrogène.
Parce que là, vous avez parlé d'hydrogène via la pile à combustible qui alimente un moteur électrique. Donc, une voiture hydrogène serait quand même une voiture électrique qui, effectivement, a un mauvais rendement. Mais quid de l'hydrogène qu'on pourrait utiliser directement dans le moteur, comme dans un moteur thermique, au lieu d'injecter de l'essence, on injecterait de l'hydrogène. Voilà mes deux questions. Merci. Alors, je réponds au fur et à mesure. Euh, alors, le SUV, peut-être qu'on va revenir sur la courbe. Attendez, je remets ici. Euh, est-ce qu'elle est C'est le gros SUV là? qui fait 2 tonnes, hein, c'est pas le petit SUV. Oui, j'ai compris. D'accord. Mais attendez, on va la voir ici. Attendez. Et, tac, shift T, voilà. Et partager. Partager à nouveau. Hop, partager. Alors, on revient là. Là, on a une voiture moyenne. Alors, On voit pas. si je prends un gros SUV qui roule en Afrique du Sud ou en Inde, et que je compare à une petite 4L, je peux effectivement arriver à la même chose, je ne sais pas au bout de combien de kilomètres, sur la durée de vie de la voiture. C'est-à-dire que là, j'ai une voiture de moyenne, donc on peut dire qu'un SUV, mettons qu'il est un gros SUV, mettons qu'il soit plus lourd et qui ait une batterie 2 fois plus grosse, on va se trouver par là, et puis il va consommer plus, et si on a vraiment une électricité qui est fortement carbonée, on va peut-être pas trouver de gain par rapport à une petite voiture thermique. J'accepte cette idée. Si j'ai un gros SUV qui est ici, bah, je vais me trouver là pour la fabrication et puis là pour avec la consommation et je vais quand même avoir un gain par rapport, alors par rapport à bon, une petite voiture thermique, elle va être un peu en dessous, elle va être là, je vais quand même avoir un gain, hein. Donc si je suis dans un pays où l'électricité est déjà beaucoup décarbonée, j'aurai toujours un gain assez important. Si je suis dans un pays où l'électricité est encore très peu décarbonée, je peux réussir à bâtir un cas où je fais mieux avec une mobilette qu'avec un gros SUV. Donc, j'exagère un peu, mais voilà. Voilà, on peut chercher effectivement les comparaisons, si j'ose dire, qui ne sont pas raison, parce que ça va pas être les mêmes personnes. J'accepte la comparaison, mais là, comment dire? C'est pas parce que vous allez proposer une petite voiture thermique à quelqu'un qui veut acheter un gros SUV électrique qui va dire qu'il va être très content de prendre une petite voiture thermique. Parce qu'il va dire, moi, j'ai besoin d'un gros machin pour une raison X ou Y, qui est bonne, qui est pas bonne, qu'on peut trouver futile ou pas futile. Ça peut être, vous savez, les SUV, c'est très, enfin, c'est devenu un mot un peu valise. Vous avez des gens qui achètent des voitures assez grosses, que maintenant on dit c'est des SUV familiaux, etc. Des espaces, des machins, c'est tout des SUV plus ou moins. En fait, ils sont plus ou moins sportifs, c'est pas forcément sport utility véhicule, comme on dit. Il y a des gens qui achètent des voitures un peu grosses, simplement parce que quand ils partent en vacances, ils ont pas de maison de campagne et ils emmènent toute la famille et ils emmènent le chien et les trucs de loisirs et, et la tente de camping. Donc, ils ont besoin d'une voiture un peu grosse. Et puis, alors après, on peut dire, oui, mais ce serait mieux s'ils vont faire des trajets quotidiens dedans, et ils seront souvent tout seuls et ils n'ont pas besoin de tout ça. Oui, c'est vrai, mais ça voudrait dire quoi? Une deuxième voiture, une voiture qu'on ne prend que en location une fois par an. C'est plus facile à dire qu'à faire. En fait, la plupart des gens, très grosse majorité de gens, ils ont une voiture ou deux d'ailleurs, puisque donc c'est une voiture pour deux personnes, donc c'est une famille, souvent deux voitures, une plus grosse, une plus petite. Ils ont souvent une voiture, la plus grosse sert un peu à tout, sert à partir en vacances, mais sert aussi à des trajets quotidiens de toute nature. Voilà, et c'est pas si facile que ça de changer tout ça. Mais je vois que beaucoup de gens se mettent au vélo, et c'est très bien, et ils abandonnent leur voiture, ou ils l'utilisent moins souvent, tout ça est très bien, mais voilà, ça ne suffira pas pour faire le changement dont on a besoin rapidement. Et donc, il faut fournir aussi des grosses voitures électriques à ceux qui veulent absolument de grosses voitures. Si on leur met trop de contraintes, bah, ils vont juste continuer à avoir des grosses voitures thermiques. Et donc, on aura tout perdu. On va aussi Je ne limiter crois les pas grosses qu'on voitures, puisse. hein.
Pardon? On pourrait légalement limiter les grosses voitures parce que s'il n'y a pas que Ben, l'énergie, il y a aussi en plus, c'est des consommations d'énergie importantes, même si elle est décarbonée. Donc, ça oui, va mais pas vers la sobriété, là. ça m'est égal. Non, si elle est décarbonée, je m'en fiche. Honnêtement, je m'en fiche parce que ce que je compte, ce que je considère comme vraiment important, c'est le climat. L'énergie solaire, j'en ai tant que je veux. J'ai plusieurs milliers de fois notre consommation. L'éolien, c'est pas le même rapport, mais voilà, je m'en fiche un peu de la performance énergétique en elle-même. C'est une idée qui était importante, mais je pense qu'elle est un peu passée de mode. Ce qui compte pour moi, c'est les émissions de CO2. Et oui, j'entends bien. Je ne sais pas si on peut espérer dans les régimes démocratiques les contraindre surtout à la fois, contraindre les gens surtout à la fois. Je constate que quand on essaye, ben, on s'expose à des backlash assez importants. Et donc, je pense qu'il faut être un peu plus souple si on veut arriver à nos fins. Déjà, là, il y a une remise en cause en Europe, et une tentative de remise en cause de l'échéance de passer entièrement à l'électricité en 2035 sur les voitures neuves. Hein. On pourra acheter une voiture thermique neuve en 2034 et la conduire jusqu'en 2050. Hein. Mais voilà, il faut quand même mettre ça derrière nous. Si en même temps je dis vous ne pourrez plus acheter que des petites voitures, bah, je pense qu'on va avoir un vrai problème, une vraie difficulté. Donc je pense qu'il faut serrer les difficultés et déjà on dit aux gens il va falloir passer à l'électrique. Alors ils s'inquiètent, ils disent oui mais alors où est-ce que je vais me recharger? Qu'est-ce que ça va me coûter? Quand est-ce que je vais pouvoir changer de voiture? Est-ce qu'on va m'aider? Bon, il y a déjà beaucoup d'inquiétudes là-dessus. Si on leur dit en plus vous n'aurez droit qu'à une petite voiture et euh, voilà, je pense que là, on va avoir une levée de bouclier extrêmement forte. Donc, je suis pas favorable. Je pense il faut serrer ces combats parce qu'on ne peut pas gagner sur tout à la fois. Votre Merci. deuxième question, c'était? Oui, Ah Sur oui, non. l'hydrogène, oui. Pardon. Ce sera ma dernière l'hydrogène. question, promis. Parce que l'hydrogène, c'est quand Alors, même une solution pour stocker les énergies intermittentes, alors non? oui, dans les systèmes électriques, ça peut être une solution pour les derniers 5% à décarboner. On l'a vu dans le plan d'EDF, on peut avoir ce qu'ils appellent du thermique décarboné. Alors, c'est ce qu'il faut faire tout à fait à la fin du processus. Si on a pas mal de nucléaire, on n'en a pas besoin, mais si on n'a pas beaucoup de nucléaire, on en a besoin, et c'est plutôt mieux, je trouve, mais bon. Euh, et en Europe, on en aura besoin d'un peu, de toute façon, de thermique décarboné. Et donc, dans les 20 prochaines années, pour moi, on peut se contenter de réduire le gaz naturel et l'utiliser seulement aux heures, dans ce qu'on appelle les Dunkelflaute, c'est-à-dire les périodes prolongées, que les batteries ne peuvent pas suivre, mais où il n'y a pas pas beaucoup de vent, pas beaucoup de soleil, donc il faut brûler quelque chose dans une centrale thermique. Et ça peut être du gaz au début, ça n'empêche pas d'être sur une trajectoire de décarbonation forte de l'électricité et de l'ensemble de l'économie. À terme, si on veut être à net zéro, il faut brûler du décarboné et ça peut être de l'hydrogène qu'on sait stocker en grande quantité dans les cavités salines. On en a, on a la possibilité, on en a quelques-unes en France et on peut en faire d'autres dans des dépôts salins. Puis on en a beaucoup en Allemagne et dans d'autres régions d'Europe. Donc on sait faire. Il y a 6 cavités salines dans le monde qui stockent déjà de l'hydrogène, 3 aux États-Unis, 3 en Angleterre. Euh, et ça peut alimenter des centrales électriques. En revanche, pour les voitures, je crois que c'est tout à fait passer de voilà l'hydrogène a peut-être eu sa chance, mais maintenant l'électronique la bat à plat de couture sur à peu près tous les niveaux. Euh, L'hydrogène dans un moteur thermique, c'est pas mieux qu'avec une pompe, une pompe à chaleur. Une PAC, c'est aussi une PAC, une pile à combustible. C'est le même acronyme, mais c'est pas la même chose. Euh, c'est pas mieux parce que la pile à combustible a un rendement d'environ 50%, le moteur thermique plutôt 35%. Donc, on va pas gagner là-dessus. On va plutôt perdre un peu. En plus, si on a une pompe, si on a, pardon, une pile à combustible, c'est qu'on a quand même une batterie non négligeable. On est sur un système un peu hybride. On peut récupérer une part de l'énergie au freinage, etc. Si on est vraiment sur un moteur thermique, bah, on n'a même pas ça. Donc, vraiment, on perd même par rapport à la version hydrogène. Mais le vrai problème, c'est donc l'efficacité globale. Hein. Il nous faut 3 fois plus d'électricité au départ, 3 à 4 fois plus. Et puis, alors, le transport de l'hydrogène et la distribution, c'est un cauchemar.
C'est un cauchemar parce qu'il faut soit comprimer à 700 bars, ce qui est énorme, qui prend de l'énergie, et ensuite on a quelque chose qui est quand même 8 fois plus volumineux que l'essence. Soit il faut liquéfier, ce qui consomme encore beaucoup plus d'énergie. Il faut le garder à moins 253 degrés. euh, et c'est encore 4 fois plus volumineux que l'essence. Et donc, il faut un réservoir extrêmement bien isolé, sinon tout part en boiling, en ébullition permanente. Alors ça va quand on veut lancer une navette spatiale, parce qu'on met l'hydrogène juste avant de décoller, et puis ça dure 1 minute. Donc là, ça va. Mais par exemple, je ne peux pas faire ni un vol intercontinental, ni un, ni un trajet en voiture. Je gare ma voiture, je reviens 8 jours après, j'ai plus d'hydrogène dans mon réservoir. S'il est comprimé, ça se garde un peu mieux, il n'y a pas de boiling off. Mais voilà, c'est 8 fois plus volumineux que l'essence. Et en termes de poids, c'est plus efficace que l'essence, mais il faut compter avec le poids des réservoirs qui, là, doivent résister à la pression qui est très forte. Dans la cavité saline, au fond, c'est la masse de la terre et des roches qui contient la pression. Et d'ailleurs, on comprime à 100 bars, pas plus. Euh, En voiture, pour avoir de l'autonomie suffisante, on comprime à 350 bars ou à 700 bars. Il faut des réservoirs super costauds. Regardez la place que ça prend euh, dans une Toyota, je ne sais plus comment elle s'appelle, ou enfin, les quelques voitures à hydrogène qui existent, c'est un gros encombrement, c'est pas du tout évident. Et je pense qu'on fait bien mieux aujourd'hui avec les piles lithium-ion qui sont intégrées dans le châssis et qui ne prennent pas toute la place du coffre. Voilà, je crois que c'est et en plus ça coûte beaucoup plus cher, ça manque de voilà, il y a un problème de platine. Non, je crois que c'est pas du tout dans les solutions. Même pour le transport lourd. Depuis quelques années, les gens de l'hydrogène ont dit, bon, d'accord, pour la voiture, c'est fichu, mais allons-y pour les transports lourds, les camions, les trains, les bus, etc. Et je crois que ça marche pas non plus et que ça marche beaucoup mieux à l'électrique, finalement. Merci pour ces réponses. Alors, on a pas mal de questions dans le chat que je vais vous transmettre. On a aussi, j'ai bien vu la demande de Jean-Pierre de poser une question. Alors, je vais essayer de regrouper certaines questions, mais il y a beaucoup de sujets abordés par les participants. Premièrement, outre le développement des voitures électriques, on voit aussi un développement rapide des data centers et des besoins de ce côté-là. Est-ce que ça risque pas aussi de faire augmenter grandement la demande électrique? Et peut-être une question corollaire par rapport à ça, si j'essaye de regrouper, du coup, quelle serait la priorité si on veut aller vers de la sobriété? Le bâti, le transport, les technologies. euh, voilà, en gros, puisque nos besoins vont augmenter de toutes parts, où serait la priorité en termes de sobriété? Je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, la priorité, c'est la décarbonation. Ça n'est pas la sobriété. Alors, je suis pour la sobriété. Partout où on peut, c'est mieux de faire des choses sobres. Mais honnêtement, alors par exemple, les data centers, je vois que ça peut avoir des effets pervers évidents parce que ça arrive un tout petit peu trop tôt et ça retarde le moment où on décarbone complètement le système électrique parce que ça augmente la consommation et les renouvelables sont en train de rattraper les fossiles. Mais si la consommation augmente, bah, du coup, on réduit moins les fossiles ou moins vite. Donc, c'est évidemment problématique aujourd'hui. À terme, pour moi, c'est pas un gros problème parce que c'est électrique. Et tout ce qui est électrique est facile à décarboner. Euh, on a, on a du solaire à gogo, on peut avoir du solaire à gogo et de l'éolien autant qu'on veut. Donc, je n'ai pas beaucoup d'état d'âme avec ça, ce qui est pour moi beaucoup plus difficile. S'il faut faire de la sobriété, c'est dans deux domaines où on n'a pas de solution technique. Il y en a un, c'est dans l'agriculture et l'alimentation. C'est l'excès d'alimentation carnée et d'ailleurs aussi de laitier. C'est là où il faut aller vers un changement agricole, mais en partie aussi alimentaire, qui est entamé hein, dans les pays développés, qui est entamé, mais qu'il faut poursuivre. Et puis, c'est l'aviation, parce que l'aviation, on n'a pas de solution technique. Bon, je pense qu'on va pouvoir assez rapidement repositionner les biocarburants de biocarburants terrestres en biocarburants aviation.
Mais ça suffira pas. Et en tout cas, ça peut pas suivre une croissance rapide comme celle qu'on a eue depuis 50 ans du trafic aérien. C'est pas possible. Donc là, il faut de la sobriété. Ailleurs, c'est pas la sobriété la priorité pour moi, c'est la décarbonation. Donc, du coup, il en va de même pour les besoins électriques des data centers. Oui, oui. Encore une fois, ça arrive un peu tôt. Et puis, je pense qu'on aura de la sobriété. Je pense que certaines extrapolations sont excessives. Vous savez, un cerveau, ça prend 20 watts. Donc, on va apprendre à faire des intelligences artificielles qui vont consommer moins et pas forcément des gigawatts. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec les data centers dans les années précédentes, hein. On avait dit ça va augmenter, ça va augmenter. Et puis finalement, les gens ont appris à, comment dire, on peut comparer ça à un autobus qui avant était vide et pas très efficace, et maintenant il est très plein et très efficace. Et donc, par paquet de données, ça consomme beaucoup moins que ce qu'on avait dit que ça ferait. Voilà. Et donc, ça a permis, on a eu une croissance très importante des transferts de données, avec une croissance en réalité modérée de la consommation d'électricité qui va avec. Ce qui, par contre, est absurde du point de vue de l'utilité et de la consommation, c'est tout ce qui est euh, monnaie numérique, crypto-monnaie, parce que là, le besoin est exponentiel par construction, hein, puisqu'il faut de plus en plus de calculs pour créer cette monnaie. Et, euh, et je doute fort de son utilité sociale réelle, bon, mais ça, c'est un autre sujet. Pour moi, c'est la monnaie du crime plus qu'autre chose. Merci pour ces réponses. On a ensuite plusieurs questions de Wendy. Alors Wendy, plutôt que de retranscrire ce que vous avez écrit à l'oral, si vous êtes d'accord, je vais vous proposer de poser vos questions directement à l'oral parce qu'elles sont assez complètes. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation, c'était vraiment très intéressant. Alors je viens avec aucune connaissance, donc j'espère que mes questions seront pas trop éloignées du sujet. Pas Mais en de fait, question. merci. Il y a quelques années, j'avais entendu que une voiture électrique, 40% de la pollution qu'elle induisait, alors je sais pas si c'était CO2 ou plus global, venait de sa fabrication et de son recyclage. Et on m'avait expliqué qu'il valait, dans tous les cas toujours, mieux prolonger la vie d'une voiture, même si elle était thermique et vieille, que de changer pour une voiture électrique. Et donc je me demande, est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que ça a été vrai un jour aussi? Voilà, ça c'est ma première Alors, question. oui. Alors, la réponse est non. Ça n'a jamais été vrai, et ça n'est pas plus aujourd'hui. Euh, le pourcentage ne veut rien dire. Si la pollution d'une voiture électrique est faible, que 40% viennent de sa fabrication, ça ne dit rien en soi par rapport à la pollution d'une voiture thermique qui vient essentiellement de sa consommation d'essence, en termes de CO2, mais aussi en termes de composés organiques volatiles, de particules, etc. Donc, on nous dit toujours, oui, alors la voiture électrique étant plus lourde, elle a un peu plus de particules liées au frein, ce qui est possible, ce qui n'est pas prouvé, mais ce qui est possible. Elle en a plus aussi pour le freinage, ce qui n'est pas vrai, parce que quand on a une voiture électrique, on freine presque jamais. Il y a un frein moteur assez puissant. Euh, bon, non, les voitures anciennes qu'on prolonge, c'est une aberration, parce que c'est des voitures qui ont été produites quand il y avait des normes de pollution beaucoup plus laxistes. Et en fait, elles émettent 10 fois, 20 fois plus de polluants divers variés. Alors, pas forcément du CO2, hein, mais je parle là, franchement, des particules et des oxydes d'azote et des composés organiques volatiles. Elles en émettent des quantités considérables. C'est-à-dire pour ça qu'on veut les interdire, les voitures les plus anciennes, dans les âges divers, mais dans les zones à faible émission, on s'efforce d'interdire ces 10%, 5%, 15% de voitures vraiment anciennes qui font 80% de la pollution. Donc, prolonger sa voiture ancienne le plus longtemps possible pour dire de ne pas fabriquer une voiture neuve, c'est une idiotie du point de vue de la pollution. Voilà, Ok, merci pour on peut cette pas dire réponse. mieux. Et j'avais une deuxième question. En Oui. fait, je me demandais qu'est-ce que vous pensiez des voitures hybrides, donc avec un moteur thermique et un moteur électrique. Ouais.
Parce que vu qu'on dit que ben, finalement elles ont deux moteurs, ça augmente le poids, est-ce que c'est suffisamment pertinent quand même? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pensez aussi d'un moteur hybride qui se recharge par énergie perdue au freinage? Est-ce que c'est mieux une voiture hybride par exemple qui est juste rechargeable sur prise? Voilà, c'est un petit peu toutes mes questions. Oui, alors, il y a deux sortes d'hybrides en effet. Il y a la voiture hybride comme la Toyota Prius, qui est juste qui est une voiture thermique en réalité. L'origine de l'énergie est thermique, mais comme il y a cette hybridation, on peut récupérer de l'énergie à la décélération et ça consomme un peu moins. La dernière formule de Prius, la Prius 5, est pas mal du point de vue de ses caractéristiques. Elle consomme moins qu'une voiture équivalente thermique. L'hybride rechargeable, c'était la bonne idée il y a 25 ans. J'ai moi-même écrit des articles en disant, voilà, c'est la solution parce que ça va être électrique sur tous les trajets quotidiens qui font euh, partie, je pense que c'est à peu près la moitié des kilomètres voyageurs. Après, il y a les trajets longs qui sont beaucoup moins nombreux, mais comme ils sont longs, bah, ils font aussi plus de kilomètres voyageurs. Donc, au total, ça fait à peu près la moitié aussi. Et sur les trajets longs, bah, on restera thermique, éventuellement thermique hybride, donc thermique pas complètement inefficace, etc. Donc, voilà, on pensait que c'était la bonne solution, je dirais, avant l'invention de la batterie lithium-ion. Et puis, la batterie lithium-ion a tout changé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que là où, que, en réalité, c'est une mauvaise idée. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que dans la pratique, la plupart, pas toutes, mais la plupart des hybrides sont, même quand elles sont rechargeables, elles ne sont pas rechargées et elles fonctionnent exclusivement au pétrole et consomment autant, sinon plus, que les voitures euh, thermiques correspondantes parce qu'elles sont un peu plus lourdes. Euh, qui achètent des voitures neuves en France? Les particuliers, pas tellement, c'est surtout les entreprises. C'est les flottes d'entreprises qui sont importantes. Vous savez que l'acquisition d'une voiture est pour les entreprises, ça fait partie, pour les cadres, ça fait partie du package salarial. Et c'est un élément de statut, etc. Donc, il y a les voitures de fonction, il y a les voitures de service qui sont deux notions un peu différentes. Bon, bref, on achète des voitures et pour répondre aux normes qui s'imposent aux voitures, notamment à tous les parcs de plus de 100 voitures, les entreprises qui ont plus de 100 voitures, il faut montrer que les voitures neuves qu'on achète ont un CO2 conventionnel faible, donc ils achètent des voitures hybrides rechargeables qui apparemment font moins de CO2 que les autres. Et puis, on les confie à des cadres, et puis 2 ans après, ils les ramènent la voiture, et on s'aperçoit que le chargeur, il est toujours sous son blister de plastique. Parce que ils ont une carte Total Énergie, ils se rechargent aux frais de la société, ils se rechargent en essence. Ils font ça une fois par semaine ou par quinzaine. Et donc, ils se contraignent pas à recharger la voiture. Alors, parce que la batterie, là, elle est plus petite que celle d'une voiture toute électrique. Elle fait 50 à 100 km maximum. Donc, c'est le trajet qu'ils font tous les jours. Donc, il faudrait la recharger tous les soirs chez eux. C'est pas forcément possible. C'est pas, en tout cas, même quand c'est possible, ils ne le font pas. S'ils habitent un pavillon, etc., ils pourraient le faire. Ils ne le font pas. C'est eux qui paient l'électricité, ils font pas le calcul, surtout c'est quand même une contrainte, il faut déballer, brancher, voilà, se débrancher. Non, non. Ils vont une fois tous les 15 jours à la pompe et ils font plein aux frais de l'entreprise. Et voilà. Et résultat, ces voitures hybrides rechargeables, en réalité, dans le monde réel, consomment plus que les voitures thermiques équivalentes et bien plus d'émissions de CO2 que les voitures électriques. Alors, si on l'utilise bien, si on l'utilise comme c'est prévu, comme c'était prévu au début, ça peut être un bon compromis. Oui, on recharge tous les jours, on l'utilise tous les jours pour faire ses 20 à 50 kilomètres. Et puis, quand on part en vacances, bah là, on utilise de l'essence. Ça pourrait être bien en théorie. Ok, merci. Donc si je comprends bien, hybride rechargeable, bah, si on réussit à faire l'usage, et sinon une hybride avec l'énergie qui se perd au freinage, finalement c'est mieux parce que ça s'automatise et ça ne demande pas de gestion humaine, donc ça rend ça Bah, efficace. c'est mieux, c'est mieux. C'est une voiture thermique, hein. C'est une voiture thermique un peu moins polluante qu'une autre, équivalente.
C'est tout. Ça n'a rien à voir avec une voiture électrique, qui est beaucoup moins polluante. Merci, Ok. merci pour vos réponses. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre qui l'avait demandé et qui, je crois, souhaite revenir sur l'hydrogène. Et puis après, j'ai une question de Claudine à côté de moi. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Bonjour Cédric. J'avoue que j'avais bien aimé votre bouquin sur les éoliennes. J'avoue que votre présentation aujourd'hui me déçoit un petit peu plus. Je pense que vous êtes un peu rude dans vos hypothèses. Il y a une hypothèse de base sur 40% de réduction qui est sans doute dans tous les scénarios, mais encore faudrait-il voir quand et comment. Moi, il me semble que vous oubliez une chose, c'est que dans le déploiement d'une voiture, d'une flotte de véhicules électriques, ça va renforcer la variabilité de consommation qui va s'additionner à la variabilité de production liée à la variabilité éolienne et photovoltaïque. Ce qui veut dire que si on a, imaginons que les 450 milliards de kilomètres qui se font par an en France en véhicules légers, 450 milliards de kilomètres, même si on en déduit de 10, 20 ou 30%, ça reste un certain nombre de kilomètres à faire. Il faut 17 ou 20 kWh par 100 km. Ça va demander une capacité de réseau de distribution faramineuse, notamment pour faire face aux pics journaliers, mais aussi aux pics saisonniers. Donc on a des variabilités de fourniture saisonnière, on a des variabilités de consommation journalière et saisonnière. Quand on fait le calcul de tout ça, et moi j'ai fait le calcul pour la région Bretagne, j'avoue je ne l'ai pas fait pour la France, je l'ai fait pour la calcul de la France, on ne peut pas s'en sortir sans stockage massif. Parce qu'il y a un rapport de 1 à 3 entre les consos et disponibilité au cours de l'année. Donc il faut du stockage. Et ce stockage, on ne peut pas le faire avec des batteries. Il faudrait des mégatonnes de batteries. Stockage fixe, s'entend. Donc on aura besoin d'hydrogène, au moins pour le stockage dans les réseaux. Dans les véhicules, de nouveau, bah, quand on regarde un peu les sources de pollution, j'ai les chiffres de GMVA, 80% de la pollution CO2 dans la couronne de Ventouse est fait par les gens qui font les trajets de l'ordre de ce qu'on appelle la médium distance, qui font 30-40 km. Ceux-là sont difficilement passables aux véhicules électriques sans stockage. Par ailleurs, le train, les bateaux, etc., il y a quand même des essais hydrogènes qui ont fonctionné. Et quand on regarde de près certains échecs, je pense à Alstom en Allemagne, euh, les échecs ont été plus dus à la disponibilité du matériau hydrogène que du succès. Donc, pour moi, les 50% de réduction ne sont pas prouvés. 50% de frugalité ne sont pas prouvés. Et si on reste sur les kilométrages et de nombre de voitures qui circulent en France, quand on fait le calcul, on ne peut pas s'en sortir sans stockage. Et le seul stockage capacitif en termes de térawattheures, parce que c'est de ça qu'on parle, une dizaine de térawattheures à stocker, rien que pour la Bretagne, sur des périodes annuelles, c'est pas possible en batterie. Il faut une batterie de voiture fait 500 kilos et il y a 50 kilos de lithium dedans. Donc, si on devait faire des térawattheures, si, dans cela, c'est ça. Si on devait faire des Non. térawattheures de stockage, c'est des mégatonnes de lithium qu'il faut. Donc, faites le calcul, allez au bout et Alors, reparlons-en. je vais vous dire, bien. Alors, je vais vous dire où votre raisonnement pêche. Fondamentalement, c'est parce que le stockage, il est à bord des véhicules. Et Non, il peut pas. Il peut pas. c'est- Les gens ont et besoin de s'approvisionner. les gens ont besoin de s'approvisionner. L'électricité, elle est produite en continu et ils la stockent dans leur batterie de leur véhicule. Ça n'a pas de sens de faire un calcul. Alors, je ne discute pas la quantité totale d'électricité. RTE montre que c'est près de 100 TWh par an quand tout le parc français est électrifié. Mais les voitures électriques ont leur propre stockage et elles s'alimentent en continu et elles s'alimentent régulièrement. Il n'y a pas besoin de stocker en une fois toute cette quantité d'électricité. Ça n'a absolument aucun sens. On s'alimente jour après jour, ou semaine après semaine, sur le réseau où l'électricité est produite en continu. Je suis désolé, mais ce raisonnement
Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense que non seulement le 40% qui est montré dans l'étude de transport environnement est vérifié, mais en réalité, enfin, d'ailleurs, c'est que 80% en France et 70% en Europe, il est sous-estimé précisément pour cette raison que le stockage à bord permet de prendre sélectivement l'électricité la moins carbonée aux heures où elle est peu carbonée sur le réseau et non pas au moment où il y a ce qu'on appelle un Dunkelflaute ou simplement une heure de pointe où on est obligé de mettre en route des centrales thermiques. On va plutôt prendre l'électricité au moment où elle est sur abondante. Vous avez vu dans les journaux comme moi qu'il y a maintenant des heures qui apparaissent avec des heures de prix négatifs. Bah, c'est idéalement le moment où on peut se recharger sur l'électricité. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi vous voulez stocker toute cette électricité ailleurs que dans les voitures et avant, de façon antérieure. Au contraire, la voiture électrique va aider à la pénétration des énergies renouvelables variables dans le réseau. Merci Cédric. Je passe la parole à Claudine. Merci. À côté. Et puis, bon, il est 19h30. Je vois qu'il n'y a plus beaucoup d'activités dans le chat. Donc, peut-être après, on prendra encore une ou deux questions s'il y en a qui apparaissent. Et puis, on pensera à se quitter d'ici un quart d'heure, 20 minutes maximum. Grand maximum. À toi, Claudine. Oui, bonjour. Donc, pour info, hein, j'ai une voiture d'occasion, une Zoé électrique, c'est génial, c'est super. Et je viens du sud de Caen et je viens à Rouen et je fais l'aller-retour sans problème. Bon, alors tout le monde me tombe dessus en me disant effectivement que ça use les pneus, que ça use les freins, enfin tout ça, bon, sur les batteries, quand même, vous êtes passé assez rapidement. Donc, la batterie, elle est garantie 8 ans ou 400 000 kilomètres. Au bout de 8 ans, hein, donc a priori, elle devrait durer plus longtemps. Quel est un peu le recul par rapport à ça, puisqu'il y a des voitures depuis un peu plus que ça. Et est-ce que ça meurt vraiment une batterie? Est-ce que ça se renouvelle? Enfin, moi, je ne sais pas du tout, hein. Qu'est-ce que ça devient après? Si les batteries quand la batterie est morte, on peut recycler, démonter, faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous l'avez depuis combien de temps, la Ah, moi, Zoé? moi, je l'ai depuis 6 bons mois, 6, 8 mois. J'ai déjà fait 10 000 kilomètres. Je me régale. Mais franchement, et j'adore conduire, hein. C'est une voiture géniale, hein. Vraiment, qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est agréable. Et puis alors, en coût d'utilisation, c'est. Alors, je fais pas la pub, hein, j'ai aucune action chez Renault. Mais franchement, Bon, moi qui adore conduire, c'est une voiture. Dans une belle Zoé, hein, qu'est-ce qu'on est bien, hein, franchement. bon. Euh, alors, au début, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la durée de vie des batteries. Alors, en fait, il y a deux types de vieillissement, hein. Des batteries vieillissent comme vous et moi, par l'âge, dans le temps qui passe. Et puis, elles vieillissent aussi par le nombre de cycles. Euh, alors ça dépend du type de batterie. Les NMC, comme on dit, c'est en tout cas 1000 cycles. Les LFP, c'est plutôt 4000, etc. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit, et en général, les mécanismes à bord l'organisent en partie, c'est de ne pas recharger à 100%, de pas décharger à 0%. En gros, on estime que ça fonctionne bien entre 10 et 80%, et que quand on s'approche de 10, il faut vraiment passer recharger, et qu'on n'est pas obligé. Surtout que les derniers 20% sont souvent un peu longs, donc s'il y a des gens qui attendent derrière, c'est sympa voilà. Quand on fait de la route, à la limite, on se débrouille avec une batterie qui va de 20 à 80%, et c'est comme ça qu'elle durera le plus longtemps, du point de vue des cycles. Donc au début, on avait des craintes, c'est pour ça qu'au début, Renault louait les batteries, parce qu'elles étaient chères à l'époque. Et puis maintenant, je crois que c'est à peu près fini. Puis maintenant, on se dit, la batterie, c'est ce qui va tenir le plus longtemps dans les voitures électriques. Mais encore que le moteur électrique, c'est aussi très costaud. Après, c'est plutôt il y a parfois des défaillances du côté de l'électronique, ça c'est fâcheux. Mais si on l'entretient, on a l'impression que les voitures électriques vont durer très longtemps. Alors, on ne sait pas tellement parce qu'on n'a pas les voitures modernes, bah, il n'y en a pas qui ont 30 ans ou 40 ans. Donc on ne sait pas. Mais on fait comme si elles devaient. Après, elles vieillissent par obsolescence aussi. On se dit, ah, finalement, cette Zoé, je l'ai adorée au début, mais maintenant, j'aimerais bien autre chose. Je sais pas, peut-être pas.
peut-être. Voilà, ça c'est l'obsolescence, alors que la pub, évidemment, joue beaucoup pour qu'on se dise, ah, mais je veux une voiture qui fasse 100 km/h en 3 secondes, des conneries. Bon. Euh, voilà, les batteries, il semble qu'elles vont durer aussi longtemps que les voitures. Euh, il y a plusieurs hypothèses pour les fins de vie. Il y a le recyclage, évidemment, où on va en tout cas recycler certains des matériaux qui sont dedans. Ça dépend, ça dépend des coûts du recyclage par rapport au coût des mines. Et c'est pas évident qu'on va recycler tout, hein, je dois le dire. Euh, et puis, mais il y a une autre utilisation qui est la batterie de seconde vie, c'est-à-dire la batterie qui est passée en dessous. Vous savez, il y a un seuil où la batterie ne fait plus que 80% de son. On voit ça avec les téléphones, hein, on voit ça avec les ordinateurs, hein. Tout à coup, on se dit, ah, mais ma batterie, je tiens plus la journée avec mon téléphone. Bon. Euh, Quand on est en dessous de ce seuil, avec un téléphone, on ne peut pas tellement, on change de batterie avant que ça devienne vraiment catastrophique. Mais avec les voitures, on se dit, eh ben, on pourra utiliser ces batteries en seconde vie pour faire du stockage stationnaire, soit individuel, soit collectif. On se dit, la batterie, finalement, son autonomie, là, ça comptera moins. Mais par contre, elle peut encore servir à stocker de l'électricité à domicile. Si j'ai mon panneau photovoltaïque, elle va me permettre d'économiser plus sur l'électricité du réseau et je vais la recycler comme ça. Donc il y a tout, il y a des usines, il y a des usines en France, il y en a au Maroc qui font des produits avec des batteries de seconde vie qui sont donc pas chères parce que la batterie vaut plus très cher, mais elle rend encore des services. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de passer à la suite, donc Jean-Pierre nous demande dans le chat si qu'il ne reste pas convaincu sur la discussion que vous avez eue tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible de poursuivre la discussion avec vous par email ou par un autre moyen? Est-ce que voilà, comment puis-je vous mettre en contact avec y a-t-il un moyen de vous mettre en contact avec Jean-Pierre? Je peux donner mon email, hein, c'est pas un Ouais, grand d'accord, secret. ok. L'email avec lequel moi j'ai été en contact avec vous? Oui, oui, par Ouais, exemple. d'accord, ok. Alors, je crois que il n'y avait pas d'autres demandes de prise de parole ou de questions. N'hésitez pas à lever la main ou à intervenir si je me trompe. Moi, je voulais poser une question toujours sur l'histoire des batteries, mais cette fois-ci sur l'utilisation vous avez décrit un peu les besoins en métaux lourds, en terres rares, en disant que finalement, il n'y avait pas grand danger puisque d'un côté, on augmente les besoins de métaux pour les batteries, mais qu'on diminue le besoin en charbon. Donc finalement, en termes de L'exploitation minière totale, extraction oui. minière, voilà, totale, on s'en sort bien. Voilà, vous avez dit aussi que votre préoccupation principale, c'est le climat. Donc là-dessus, effectivement, il y a pas trop de questions, mais on reste quand même avec des gros problèmes au niveau des destructions des milieux naturels sur des nouvelles terres qu'on va aller miner. On parle de l'extraction minière en fond marin ou autre. Est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on a là un vrai danger ou est-ce que finalement c'est une augmentation qui est assez raisonnée? Alors, ça dépend comment on essaie de la mesurer. Euh, si- En plus, la littérature scientifique donne des chiffres extrêmement divergents. Mais en gros, maintenant, on estime que les mines, ça couvre une surface de 100 000 kilomètres carrés dans le monde. Euh, ce qui est significatif, mais si vous regardez par exemple le document du PNUE qui s'appelle Global Resource Outlook, vous voyez que par exemple les pertes de biodiversité attribuées aux mines, ça représente 1%. Et puis vous avez 95%, c'est l'agriculture et la prédation directe. Donc, voilà, ça pose des problèmes. Dans les mines de cuivre, il y a du drainage acide, ça peut polluer des rivières, il peut y avoir
des barrages de résidus miniers qui s'écroulent. C'est arrivé au Brésil, dans des mines de fer, il y a encore quelques années. Ça arrive régulièrement, si j'ose dire. Euh, Comme il y a régulièrement des avions qui se cassent la figure. Voilà. Il y a des accidents, il y a une pollution sur le raffinage, il y a une pollution. Alors maintenant, on a des solutions techniques pour réduire considérablement les choses ou s'en prémunir. Donc vous avez des écarts très importants. Le nickel aujourd'hui, quand il vient en Indonésie, il fait 15 fois plus d'émissions de CO2 que quand il vient du Canada. Parce que Canada, on utilise beaucoup d'électricité hydraulique, on électrifie les mines comme le reste d'ailleurs, alors que en Indonésie, bah, on a encore beaucoup d'engins miniers qui sont à pétrole et beaucoup d'électricité qui est du charbon. Donc le bilan énergétique, le bilan pollution de la mine, alors il y a une part qui est la mine elle-même, hein, c'est toujours une blessure dans le paysage. Une mine, c'est pas, on va pas se raconter qu'il y a des mines formidables. Il y en a qui se voient moins que d'autres. La mine des Chassières, le projet de mine des Chassières, une mine de lithium dans l'Allier qui va se faire en profondeur à partir d'une carrière de kaolin. En gros, les riverains vont pas voir grand-chose. Ils vont voir, il y aura un endroit, un site où il y aura ce qui arrivera par un canal, un tuyau, ça sera transbordé sur des trains qui iront ensuite. Bon. Donc il y aura des petites choses, mais vraiment pas grand-chose. Et puis vous avez à côté de ça des mines à ciel ouvert sur des régions enfin, voilà, qui prennent des surfaces importantes. Le nickel, c'est forcément pas en profondeur. Et donc il y a des dégâts sur les forêts. Alors, c'est moins que l'huile de palme, c'est moins les dégâts sur les forêts en Indonésie, c'est moins que beaucoup d'autres choses, mais ça s'ajoute, voilà. Donc évidemment, il faut essayer de rester raisonnable, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va mettre beaucoup je pense, d'espoir dans le lithium fer phosphate, parce que ça fait beaucoup moins de problèmes que le nickel et le cobalt. Voilà, pour moi, ça reste raisonnable. Je vous invite à lire genre un papier qui va paraître, je pense, cette semaine sur le site de l'IFRI. Il va peut-être paraître en anglais d'abord, la version française, c'est peut-être dans une semaine ou deux, sur le cuivre et les problèmes d'environnement causés par le cuivre, le- qui est un des métaux qui pose problème, hein. Voilà, les autres, honnêtement, le lithium dans le monde, c'est homéopathique, en fait. C'est vraiment très peu de. Voilà. D'accord, je vous remercie. Merci pour cette réponse. On va terminer avec. Alors, on a maintenant deux personnes qui lèvent la main. On avait d'abord Wendy et ensuite Marie-Laure. Et puis, je vous propose qu'on essaie de se quitter Arrête là. d'ici 5-10 minutes. Merci beaucoup. Oui, j'ai une nouvelle question qui m'est apparue grâce à la précédente. C'est moi, je suis sur Orléans où il y a le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Et je me demandais si vous saviez où en était l'état de la recherche, du coup, pour le sous-sol français, un petit peu sur, ben, est-ce que vous avez montré une slide où vous montriez qu'on avait très peu de ressources et que beaucoup étaient en Chine. Est-ce que vous savez à quel point ces recherches sont définitives et on a fini de cartographier le sous-sol? Est-ce qu'on a des chances un jour de trouver des ressources? Où est-ce que ça en est un petit peu? Peut-être que vous savez pas du tout, Oui. hein, aussi. Si, si, si. Alors, ma slide ne montrait pas qu'on n'avait pas beaucoup de ressources, elle montrait qu'on n'exploitait pas beaucoup de ressources. Elle montrait que l'essentiel de l'exploitation, et surtout du raffinage, se fait en Chine. Et puis l'exploitation, c'est souvent assez concentré, le cuivre au Chili, le lithium, en fait, plutôt en Australie, euh, le cobalt en République démocratique du Congo, le nickel en Indonésie, etc. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas de ressources. Ça veut dire que dans certains cas, on a renoncé à les exploiter. Par exemple, les terres rares, on était parmi les premiers à les exploiter bien. L'usine s'appelait Radiaceta, c'était à La Rochelle. Et on a fermé cette usine. Mais c'est dans cette usine que les Chinois ont appris à traiter les terres rares. Euh, voilà, donc des ressources, on en a. Alors, on a des inventaires qui sont datés, qui sont vieux. Il y a des nouvelles techniques pour faire de la prospection. Alors, c'est pas les avions renifleurs, c'est quand même des choses qui marchent mieux.
Euh, on est capable de regarder plus profond, voilà, on a des compétences nouvelles. Et donc, je crois que le BRGM refait un inventaire complet des ressources minières. Après, il y a beaucoup de coins de France où il y a des traditions minières. C'est le cas, par exemple, dans le Massif central, à Échassières, il y avait une mine avant, il y avait du tungstène, je crois, ou je sais plus quoi. Voilà, il y a des endroits de France où il y a des traditions minières qui n'ont pas toujours laissé des bons souvenirs, hein. Il y a des exploitations le plus gros problème, en fait, minier, c'est l'or, parce que l'or est souvent exploité par des. D'abord, la teneur est beaucoup plus faible que le cuivre, c'est pour ça que c'est plus cher. Et ensuite, parce qu'il y a beaucoup de mines artisanales, et les mines artisanales sont souvent bien plus polluantes que les mines ou des compagnies nationales ou des compagnies internationales. Et les compagnies internationales, en fait, font pas toujours, mais souvent les mines les moins moches, euh, et les plus grandes et qui sont plus efficaces et en général moins polluantes. Ils ont les moyens de s'équiper de trucs de dépollution, alors que les mineurs artisanaux, bah, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, ils ne payent rien, et donc ils sont très polluants en fait. Merci, merci beaucoup. On va prendre la dernière question de Marie-Laure. Si on peut essayer de faire court autant pour la question que pour la réponse, pour pouvoir se quitter prochainement, avant bien sûr de, de terminer en vous remerciant, bien entendu. Marie-Laure, je vous laisse la parole. Oui, merci, je me dépêche. Bonjour et merci pour votre présentation qui était très complète. J'avais une question sur l'évolution éventuellement des batteries. Est-ce que le lithium, c'est une matière qui va rester définitivement ou il y a, parce qu'on va passer des articles sur des recherches et des nouveaux matériaux pour les batteries, des nouvelles matières? Alors, bah, d'abord, je pas le marre de café. Euh, il y a maintenant effectivement les batteries au sodium. Le sodium est beaucoup plus facilement accessible et beaucoup moins cher que le lithium, mais ses performances sont moins grandes. Le lithium est quand même dans sa catégorie un métal très, très léger, donc ça a beaucoup d'avantages. J'ai tendance à penser qu'on va garder du lithium pendant un bon moment pour les. Après, les batteries vont évoluer. Il y aura des électrolytes solides, comme on dit. On peut avoir des batteries composites avec une partie qui est surtout destinée à faire des allers-retours quotidiens et puis une partie où il y a une réserve d'autonomie dans laquelle on tape moins souvent. Donc, selon voilà, les différentes chimies ont différentes qualités qu'on peut essayer d'associer dans des batteries hybrides. Je pense que ça, c'est une voie de recherche intéressante. Voilà, je pense que les batteries au sodium, elles vont s'imposer pour les grandes batteries stationnaires. Vous savez que les pays qui sont très en avance sur nous, sur la teneur d'énergie variable, hein, comme alors, l'Australie méridionale, par exemple, ou la Californie, bon, ils ont beaucoup de batteries, l'Italie aussi, l'Allemagne. Voilà, on fait maintenant des grosses batteries de centaines de mégawatts avec des milliers de mégawattheures. Bah là, je pense que on les fait au lithium aujourd'hui. Je pense que demain, on les fera peut-être au sodium parce que si elles sont un peu plus grosses et un peu plus lourdes, on s'en fiche un peu. Si elles sont beaucoup moins chères, ça vaudra la peine. Tandis que pour une voiture, si on, si on a un sodium qui est un peu plus lourd, ça peut être embêtant, un peu plus volumineux, ça peut être embêtant. Mais il y a quand même quelques voitures déjà au sodium-ion, donc peut-être ça va l'emporter surtout. Plus tard, je peux pas vous dire. Bien, donc je prends le relais pour clore un peu les débats parce que j'ai l'impression qu'on pourrait y passer la nuit. Merci infiniment, Monsieur Philibert, hein, de cette présentation extrêmement riche. Merci à tous les intervenants. Je crois que on n'a pas tout capté en même temps, pas forcément, tout au fur et à mesure. Est-ce que on peut diffuser, vous nous autorisez à diffuser l'enregistrement ou vous préférez pas, juste aux personnes qui ont assisté, par exemple? C'est possible ou ça vous... Non, non, ça ne me pose aucun problème. Euh, Par contre, je vais corriger quelque chose dans mes diapositives et je vous en ferai une version
PDF que je vous enverrai si vous voulez la distribuer Oui, d'accord, Voilà. merci beaucoup. aux Je veux, participants ou au-delà. J'ai pas de problème. Mais il faut que j'ai une petite correction à apporter parce qu'il y avait une chose qui avait disparu. je veux quand même signaler à tout le monde que Monsieur Philibert intervient gracieusement. Donc, merci pour toute cette science et tout ce temps qui nous est consacré. Bon, je pense qu'on Mais va. vous pouvez acheter mon livre. Oui, c'est ça. Mais moi, je l'ai déjà acheté, donc. Merci et Voilà. également à toutes les participantes et participants, autant pour leur écoute que pour les questions et les débats qui, qui nous ont fait passer 2 heures riches et intéressantes. Merci beaucoup et Merci à bonne tous et soirée. merci encore Au pour revoir, l'invitation. merci beaucoup. Merci, Au bonsoir. revoir. Bonsoir. Merci, au revoir.